Ce problème de la dette est une question récurrente qui alimente depuis déjà fort longtemps les débats politiques et qui est présentée, vous le savez bien, comme la cause de tous nos maux économiques en particulier. La dette, c'est en somme la maladie congénitale que nous allons transmettre à nos descendants. Il suffit d'écouter les préfets lorsqu'ils disaient quand même « n'ayez pas honte de transmettre une telle dette à vos enfants, il faut en finir avec cette dette ». La complexité du Parti socialiste au fil du temps, elle a bien marqué aussi cette situation qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et dans la projection aujourd'hui de l'élection présidentielle remportée par le Parti socialiste, on est amené de douter de sa volonté de bien vouloir couper un peu ce garrot néolibéral. On se demande aujourd'hui dans l'Europe un peu qu'est-ce qui pourrait booster l'envie de pousser à fond les choses pour se débarrasser un peu de cette idéologie. Donc la situation de crise profonde au niveau mondial et particulièrement au niveau européen demeure. Elle est prégnante et très inquiétante. Cependant, et cela n'aura échappé à personne, le contexte européen bouge au plan politique comme au plan économique, que j'ai dit en intro. Tout d'abord au plan politique, la victoire de François Hollande sur Sarkozy modifie la donne en Europe, car celle-ci s'est construite sur la défaite de Sarkozy. Et Sarkozy était le partenaire privilégié de Merkel. Et c'est pas rien par rapport à l'Europe. Ce résultat électoral en France s'ajoute et se mesure, je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête, parce que bien sûr il y a l'élection de François Hollande, on pourrait oublier un peu dans la période tout le reste, la montée des luttes sociales au niveau européen, un positionnement du mouvement syndical, dont tout le monde connaît la CES, la Confédération des syndicats européens, et à partir de d'autres résultats électoraux, quels qu'ils soient, que ce soit la Grèce ou l'Espagne, car les luttes et les résultats électoraux, que les résultats électoraux soient des choix, j'ai envie de dire, en positif, ou des votes sanctions, c'est toujours une expression du peuple, et invariablement, l'expression s'est exprimée contre l'austérité et contre la financiarisation, d'une façon ou d'une autre. Donc, inévitablement, les discours de tous les dirigeants évoluent avec de nouveaux positionnements au sein de la zone euro. Et déjà en fin de campagne, François Hollande se positionnait d'une façon très critique sur le traité européen, appelé TSSG, traité de stabilité, coordination, gouvernance, ou en abrégé, pas budgétaire, ça va plus vite. Et il s'est engagé à renégocier le projet de traité, tout en développant une ligne contradictoire avec, pour lui, une critique de l'austérité qu'il a faite, un choix de croissance européenne, une réorientation du rôle de la BCE, sans toutefois précis sur tout, la création d'euro-obligations, on entend parler dans les médias, une mobilisation nouvelle de la Banque européenne d'investissement, la fameuse BEI, une critique des prêts de la BCE aux banques sans contrepartie concrète, c'est la fameuse critique sur les 1000 milliards donnés par la BCE aux banques, je ne développe pas, mais il a fait la critique. Mais il a fait toutes ces critiques-là, sans toutefois remettre en cause, pour 2013, le déficit à 3% du PIB et en allant à 0% en 2017. Si on met en cause ce déficit, ça veut dire aussi qu'on met en cause la dépense publique. Sans remettre en cause l'indépendance de la BCE et son actuel statut, sans remettre en cause le financement de la dette, ou à travers le rôle évoqué par la BEI via le marché financier. Car toutes ces propositions sont toujours avec l'utilisation du marché financier, et ça, il faut l'avoir en tête. Donc, sans se démarquer réellement du discours de contenu de croissance de la BCE ou de la Commission européenne. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on ne peut pas rester vague sur la croissance. Alors, tout le monde parle de croissance, de Obama en passant par tous les dirigeants européens, et Hollande. On ne peut pas rester vague sur la croissance quand la BCE, en mai 2012, déclare. C'est juste pour nous mettre en bouche la chose. La BCE déclare « La Banque centrale encourage les États à agir pour améliorer la flexibilité et la compétitivité des économies. » Oui, c'est ça. La Banque centrale encourage les États à agir pour améliorer la flexibilité et la compétitivité des économies afin d'améliorer les perspectives de croissance à long terme avec plus de concurrence et un marché du travail plus souple. C'est déclaré, je ne lis pas le reste de la déclaration, par la BCE. Sur ce point, pour le PSF et le Front de gauche, la croissance va
pour nous, avec efficacité sociale et environnementale, ce qui est le contraire des tentatives de pérennisation de la société productiviste et consumériste du capitalisme. La croissance va avec une nouvelle maîtrise sociale et nationale de la production et des services, qui passe par une démocratisation profonde des choix économiques et financiers. Et la démocratisation, elle se passe par de nouveaux rapports de pouvoir, elle passe par des nouvelles démocraties sur le lieu de travail et avec les différentes organisations. Comme on le voit au concret, si la négociation du traité apparaît incontournable, l'Allemagne, la BCE, la Commission européenne durcissent le ton, évoquant toute la croissance, mais pour eux, la croissance allant de pair avec la compétitivité, l'austérité, la flexo-sécurité, la réduction de la dette publique. Autrement dit, pour être très très dur, mais aussi très court, c'est croissance avec du sang et des larmes pour les peuples. François Hollande vient d'être élu président de la République parce qu'il y a eu un rejet de Nicolas Sarkozy avec une politique très dure pendant des années, une politique de casse de l'industrie, une politique de casse des services publics, une politique de mépris vis-à-vis des femmes et des hommes de ce pays. Et donc, quelque part, c'est une page douloureuse de notre histoire qui vient de se tourner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut mettre en œuvre dans ce pays une véritable politique de gauche. Et que pour ce faire, il faut une majorité de gauche confortée par de nombreux députés du Front de gauche. Et je crois que c'est à partir de ça qu'il faut poser la question des candidatures dans la circonscription. Des candidats du Front de gauche qui soient capables de tourner le dos aux politiques d'austérité, parce qu'on en sort et on vient de les vivre, on les vit toujours, ces politiques d'austérité. Il faut être en rupture avec ces politiques d'austérité parce que, on va y revenir dans la suite de la soirée, mais on ne fera, si on n'a pas une action résolue pour l'emploi industriel, pour la croissance, pour les salaires, on ne fera que s'enfoncer dans les difficultés et dans la crise. Donc il faut être en rupture avec ces politiques d'austérité. On voit ce que ça donne en Grèce. Donc il faut qu'on soit tout à fait en rupture avec ça et qu'on ait des députés qui mènent une véritable politique en faveur de l'emploi industriel, en faveur des services publics, sur l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit le logement, je ne développe pas. Et puis certainement qu'il faut aussi en revenir dans ce pays aux valeurs républicaines, par rapport à la sécurité, par rapport à l'indépendance de la justice, par rapport aux luttes contre toutes les discriminations, par rapport à la laïcité. Voilà ce que portent les candidates et les candidats du Front de gauche aujourd'hui. Disons qu'un des enjeux, c'est aussi d'intégrer les différents mouvements sociaux européens pour lutter effectivement, pour faire un travail là-dessus sur la dette. Parce que si on ne peut pas rester simplement dans un cadre national, et je pense que si on veut arriver à donc contrer les milieux financiers, ça va au-delà effectivement de simplement un changement politique tel qu'on a eu en France actuellement. C'est aussi un travail au niveau européen contre les marchés financiers, pas simplement parce qu'on a changé de gouvernement. Donc on arrive à fin 2007 et 2008 qui marquait une crise financière avec une récession mondiale, vous savez, les États-Unis, le subprime, le problème des prêts hypothécaires, etc. Et les différents crédits. Malgré les mesures prises pour renflouer les banques à ce moment-là, parce qu'au départ, les premiers dirigeants des grandes banques, les premiers dirigeants politiques ont nié la crise. Donc ils l'ont laissé s'enfoncer, ils ont continué leur stratégie. Donc après, il y a eu un renflouement des banques. L'OCDE a parlé de 11 400 milliards depuis 2007 de données, c'est-à-dire pour un PIB mondial de 61 000 milliards de dollars, vous voyez, ça fait le sixième du PIB mondial qui a été donné pour renflouer les banques, et malgré ça, il y a eu crise. L'Union européenne, c'est à peu près 16 000 milliards de dollars. C'est la plus grave crise financière depuis la Seconde Guerre mondiale. D'emblée, précisons qu'il y a un piège dans la diabolisation de la dette, aussi l'introduisait, qui pourrait nous amener à ignorer l'ensemble de la spirale infernale qui concerne l'ensemble de l'Europe. Avec ses contradictions, les points d'appui pour les luttes, le débat, comme tentait de le montrer la première partie. En 20 ans, nous avons assisté à l'effondrement des systèmes dits socialistes. On va revenir faire une intro sur le sujet, puis à un néolibéralisme triomphant et à l'effondrement des constructions capitalistes.
L'événement vient donc sanctionner une période de 40 ans, à peu près. Je rappelle, ça il faut quand même le rappeler, parce qu'on ne peut pas toujours parler en avant de notre analyse et ne pas savoir ce que nous avons dit il y a quelques années. Je rappelle notre condamnation par le PCR de la financiarisation dès les années 75-80 sous Giscard d'Estaing, puis ensuite sous les années François Mitterrand. C'était toujours très prégnant et c'était là. Une période de 40 ans autour de laquelle deux grands phénomènes se sont conjugués. Et là, je vais très vite. C'est le recours massif au crédit, à l'endettement pour soutenir l'accumulation capitaliste, et ceci contre l'emploi et les salaires. Contre l'emploi et les salaires. Deuxièmement, l'appel de plus en plus systématique au marché financier. Très brièvement décrit, là aussi, les nouvelles technologies introduites depuis les années 70 n'ont eu pour seul but que le développement de la rentabilité financière au lieu de libérer un temps de travail pour se former, se cultiver, s'épanouir, créer de nouveaux services, vivre mieux. Quand je dis nouvelles technologies, ça va des premières technologies d'automatisation jusqu'à l'informatisation du travail, etc. Tous les potentiels de productivité ont été entièrement mobilisés pour la casse de l'emploi, avec montée massive du chômage dans les années 80. En France, 2 millions d'emplois sont détruits entre 80 et 2010. Cette énorme montée du chômage sert de prétexte idéologique pour faire pression sur les salaires. Ça a été toute la période d'avant qu'on a connue. Pression sur les salaires, y compris pression sur l'emploi, puisqu'on a vu des entreprises faire pression au point de remettre en cause le temps de travail en disant qu'il fallait sauver l'entreprise, et on sait ce que ça donne dans ces cas-là. C'est ainsi que la part des salaires dans le PIB a reculé de 10 points dans les années 80, et qu'à partir de 82-83, nous sommes entrés en France dans une période dite, c'est très beau comme expression, modération salariale. Mais chacun sait ce que ça veut dire. Cette situation apparemment intenable s'est pourtant réalisée. J'insiste, elle est apparemment intenable. Quand on l'analyse à froid, si on essaie de s'extérioriser de la société, c'est pas très facile, mais on pourrait dire, mais comment ils ont tenu, tous ces gens? On est dedans, on a tenu. Hein, voilà. La raison essentielle vient du recours massif à l'endettement et au crédit pour solvabiliser les débouchés. Et cette pression sur l'emploi, cette pression sur les salaires. Ainsi, dans la même période, on a eu un PIB multiplié par 2, un endettement multiplié par 4, et un emploi multiplié par 1,2. Cherchez l'erreur. Hein. La valeur de la dette n'est pas et ne doit pas être la seule boussole d'un État. Fin 2011, en France, on avait une dette publique de 1717,3 milliards, c'est-à-dire 86% du PIB. Il faut savoir aussi que l'État, il en a 1320 milliards dans ce total. Le reste, c'est un peu pour les collectivités, un peu pour la Sécu, etc. Donc il faut aussi savoir, parce que des fois on parle de la dette publique et on croit qu'il n'y a que l'État en jeu. Alors on a des chiffres sur l'État, et quand on fait des statistiques, on n'a pas toujours tous les chiffres sur les autres organismes, on a la santé, etc. Il n'est pas toujours facile d'avoir tout. Et par exemple, quand j'ai dit, par exemple, sur la dette négociable, c'est même pas toute la dette de l'État, mais la grosse partie de la dette de l'État, on a 66% qui est détenue par des investisseurs étrangers. Mais si vous me demandez combien du total de la dette, des 1717 sont détenus par les investisseurs étrangers, j'ai jamais trouvé nulle part. La personne qui me l'a jamais donné, je feuillette partout. Si je le trouve un jour, je le note aussitôt, je ne le trouve jamais. Voilà. Non, je ne vais pas le faire moi-même, je ne suis pas un chercheur en économie qui va me mettre à écrire un bouquin puis qu'il y a des étudiants derrière moi pour faire le boulot. Donc il faudrait parler des détenteurs de cette dette, comme j'ai dit, 66% à l'étranger de la dette extérieure de la balance commerciale. Il faudrait parler de l'endettement privé des entreprises et des dividendes versés par celles-ci aux actionnaires. Alors je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais l'endettement privé pour 2010, l'endettement privé des entreprises non financières, seulement, 1320 milliards, c'est aussi 66% du PIB. L'endettement privé des entreprises non financières, c'est 131% de la valeur ajoutée des entreprises. 131%. Voilà. Énorme. Les charges financières plus les dividendes des entreprises, non financières toujours, 309 milliards en 2010. Les intérêts qui ont été versés, c'est leur dette, la dette privée, 99 milliards, et les dividendes versés aux actionnaires, 210 milliards. Cherchez l'erreur. On parle toujours de la dette publique, jamais de la dette privée. Et c'est des 4%, voire des 7 et 8% que les entreprises payent des fois. Les dividendes versés, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, ils sont 210 milliards, je viens de le dire, et valent 13% du PIB. Enfin, aujourd'hui, en 2010, le chiffre.
Et puis en 1980, retenez bien, 4%. Donc les dividendes versés, plus les intérêts de leur dette, ce sont les charges des entreprises. Quand on parle de la charge de la dette de l'État, par exemple 50 milliards, ben là, les charges, ils ont 309 milliards, dont 210 de dividendes, 99 d'intérêts. Voilà, c'est à titre de comparaison, depuis une dizaine d'années, les entreprises, sociétés non financières investissent à peu près 200 milliards. On ne va pas lésiner sur une dizaine de milliards. En 2010, c'était 181,8. Voilà. Donc ils investissent à peine 200 milliards et ils sont obligés de payer en intérêts et en dividendes 300. Voilà. Certaines propositions donc à faire avancer, à mettre en œuvre, donc à partir des trois grands sujets, relèvent du débat européen. Le rôle de la BCE, la création d'un fonds européen de développement social et écologique, qui permettrait, en appui de la BCE bien sûr, de développer des services publics européens, donc taux d'intérêt zéro, voire même taux d'intérêt négatif. On l'a envisagé au niveau de la section économique du parti, on a envisagé, y compris qu'on puisse avoir des intérêts négatifs. Ça a existé dans l'histoire de l'économie au niveau mondial. Donc, la création du Fonds européen de développement, et puis enfin, en France, Fonds national pour les investissements des entreprises et de la recherche, c'est donc possible tout de suite. Nous, on a une proposition, c'est d'arrêter la trappe à bas salaire, puisque j'ai dit que l'État en compensait 27, donc on ne sort rien des caisses par rapport à l'année d'avant, les 27 milliards, on s'en sert pour payer les taux d'intérêt aux entreprises. J'expliquerai après tout à l'heure. Ça permet de dégager d'un seul coup, sans faire une seule loi, il n'y a pas besoin de loi, 675 milliards. 675 milliards à 4%. Voilà, puisque 25 fois 4, c'est 675. Donc si on paye les intérêts, n'importe quelle banque, à partir du moment où il y a garantie, on fait la garantie, donc ça peut se faire au niveau national, au niveau des régions. Si vous voulez, on en parle après. D'autres propositions encore relèvent du niveau international, comme un niveau système monétaire à partir de droits de tirage spéciaux. Il faut lancer le débat aussi là-dessus, parce que le dollar est hégémonique depuis les années. Il y a eu Bretton Woods à la Libération, ensuite il y a eu 72, où il y a toujours l'hégémonie du dollar, mais il n'y a plus l'équivalent or. Donc c'est de là qu'est arrivée l'idée des DTS, des droits de tirage spéciaux, et les Chinois y pensent, d'autres y pensent. C'est pas une idée qui sort comme ça seulement en France de quelques économistes. C'est une réflexion de fond qui pourrait créer une monnaie commune mondiale, donc avec un FMI profondément refondé, parce qu'avec le FMI actuel, on est mal, mais recréer ça, donc avec une nouvelle coopération des pays du Sud, des pays émergents. Enfin, troisième point, j'en ai déjà cité deux propositions, il est essentiel, et il est point d'accroche pour discuter avec les salariés et la population, c'est placer en priorité, donc, avec les propositions économiques, la sécurité d'emploi et de formation en valorisant la formation. Ce point inclut bien entendu le SMIC réévalué, l'augmentation des salaires, la lutte pour la réduction du chômage, la formation professionnelle initiale et continue. D'une façon inédite, la crise profonde et l'échec des solutions néolibérales, avec les effets désastreux sur le quotidien des populations, créent de nouvelles prises de conscience. On l'a vu dans toute l'Europe, et même d'une façon mondiale. C'est plus complexe à analyser pour nous avec les différences de culture sur ce qui se passe aux États-Unis, mais il y a des évolutions. L'élection législative doit permettre, dans ce débat plus concret, d'expliquer la nécessité d'avoir une forte représentativité du PCF et de tout le front de gauche à l'Assemblée. C'est très important parce que sinon, c'est l'acceptation de la direction par un président de la République et point c'est tout. Mais sans tomber surtout dans la délégation de pouvoir. Car face à la spirale de fuite en avant, le changement de logique que nous proposons, économique, rôle du crédit des banques, changement de logique au niveau social et écologique, il prendra, tous vous le savez ici, personne n'est naïf ici je pense, il prendra forme avec des luttes qui soient porteuses de prise de conscience et de changement durable, pas seulement avec une théorie. Voilà, je sais pas si j'ai le temps. Merci. L'équipe de campagne est particulièrement mobilisée et le point d'orgue sera pour la campagne de la 5e, mais on a voulu que ce soit un meeting à dimension départementale, le mercredi 6 juin, à la salle du Virolais à Saint-Marcel. Donc c'est dans la dernière ligne droite, hein, juste avant le 10.
Et on aura ici, dans ce meeting, la présence de Pierre Laurent, le premier secrétaire du Parti communiste, Catherine Picard, qui représente le Parti de gauche, et puis Michel Hernis, qui représente la gauche unitaire. Donc les trois partis qui sont les forgerons du front de gauche.